Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Café de la Marine. Bonjour Gilbert. Bonjour Virginie, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ravis de retrouver la Cité de la Voile Éric Tabarly où nous accueillons aujourd'hui un skipper dont la jeunesse n'a d'égal que son talent. Considéré comme l'étoile montante de la course au large française, ce compétiteur a confirmé tout son potentiel et conquis le cœur du public cet hiver sur l'Arkea Ultimate Challenge Brest, contraint à l'abandon alors qu'il faisait un début de course absolument remarquable. Il n'a que 26 ans, mais sa maturité et ses capacités lui valent déjà le respect et l'admiration de ses pairs. Brutalement stoppé dans son envol suite à une avarie majeure sur son trimaran alors qu'il s'apprêtait à entrer dans les mers du Sud, il faudra encore un peu de temps à ce compétiteur pour digérer ce coup du sort. Mais il a l'énergie pour rebondir face à cette première épreuve de vie et porté par de nouveaux défis sportifs à l'horizon. Tom Laperche est avec nous. On l'accueille, bienvenue. Et on peut l'applaudir. Bonjour Tom. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous dans ce café. Le public de Lorient est ravi, même si on sait que tu préférais être en mer. Alors on dit qu'avec le temps, la déception, la colère s'apaise. Il est encore un peu tôt, mais est-ce que tu as le sentiment que le temps commence à faire son affaire ? Oui, c'est sûr que cette déception, elle passe. Il y en a forcément encore un peu, mais de moins en moins souvent. Je dirais que forcément, le pire, c'est les quelques jours qu'ont suivi ce crash, cet arrêt, et les quelques jours tout seul sur le trimaran pour rentrer en Afrique du Sud au Cap. Là, c'est vrai que c'était la partie la plus compliquée, finalement, là où je me suis senti le plus seul et là où il y a le plus de déception. Et au fur et à mesure du temps, ça passe plutôt bien, ou en tout cas, on repense au côté positif, à l'avenir, et il y a du positif quand même. Donc, il y a plein de belles choses qui se profilent, on va en parler. Voilà. Ouais, Tom, tu es rentré en Bretagne depuis 15 jours, on imagine c'est un peu dur. On va revenir sur cette course, mais un peu plus tard, parce qu'on aimerait aussi parler de ton parcours de marin. Ta vie de jeune skipper, elle est déjà très riche. Tu as grandi à la Trinité-sur-Mer et toujours baigné dans l'univers des multicoques, parce que c'était un peu la mecque du multi il y a quelques années. On va revoir un extrait. Tu es tout jeune et déjà à la barre du trimaran familial. C'est Tom qui bat. Est-ce que je peux finir? Tom, quand on voit ces images, on dit que tu étais déjà prédestiné à exercer ce métier. Nous, on veut savoir comment tu t'es un peu construit dans cet univers. Ouais, c'est sûr que moi j'ai grandi à la Trinité-sur-Mer, donc c'était assez naturel d'aller faire de l'optimiste dans la rivière de la Trinité, d'être dans un environnement où il y avait les plus beaux bateaux de course au large qui étaient pas très loin entre la Trinité, l'Orient, et j'en ai vu globalement. J'allais naviguer avec mon optimiste et je voyais souvent des trimarans sortir, rentrer. C'est un peu la norme en fait. C'était un peu la norme, même dans l'entourage des gens qui partaient faire des routes du Rhum ou même des tours du monde. C'était pas la norme, mais c'était dans les choses possibles et dans les gens qui étaient pas très loin, donc ça paraissait potentiellement assez naturel. Naturel. Alors justement, en plus, ton père qui est dentiste de profession, mais c'est un amateur, un navigateur très averti qui a disputé la solitaire du Figaro. Et lui t'a transmis aussi cette passion pour la voile, pour le large. C'est avec lui que tu as disputé ta première transat. Je crois que c'était au retour de sa route du Rhum en convoyage. Ah ouais, ça c'est une photo au départ de cette transat. On repartait de Guadeloupe, c'était après la route du Rhum 2010 et au printemps, les vacances de Pâques, on était rentré avec le trimaran en Bretagne, convoyage retour. C'est vrai que c'est la première fois que je passais du temps en mer. Cette expérience, non ? C'est un formidable. Ouais, c'est vrai que la première fois que je passais 15 jours en mer et forcément des super souvenirs de famille, de temps en mer où au final ça me plaisait et voilà, de passer du temps sur un bateau, profiter de ça. Alors tu as côtoyé aussi les enfants de Thomas Coville, on se rappelle cette franche accolade pleine de bienveillance aussi au départ de l'Arkea Ultimate Challenge Brest, mais je crois que ton modèle à toi, tu l'as dit, c'est Laurent Bourgnon. Est-ce qu'il y a vraiment un moment particulier que tu retiens avec ce marin, quelque chose qui t'a marqué chez lui, qui te fascinait ? Ouais, des modèles, il y en a plusieurs. Et si on parle de Laurent, c'était cette agilité, ce plaisir de naviguer en multicoque, où les images que j'ai en tête d'enfant, c'est ce qui m'a donné envie de... plaisir qu'on retrouve chez toi, hein, c'est ce que disent tous les observateurs. Ouais, c'est des images qui m'ont donné envie de faire de la course au large, de naviguer en équilibre sur l'eau, et des images de Prima Gaz et de Laurent, il y en a pas mal. Et
Et une petite anecdote, c'est peut-être le moment où tout petit, un peu plein d'insouciance, je me disais, moi je veux faire la route du Rhum, je veux faire la route du Rhum et j'étais prêt à la faire le lendemain, demain en optimiste. Moi je veux y aller et il m'avait dit non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, on peut pas faire ça avec un petit bateau. Laurent, lui, sa première route du Rhum, c'était 1990, troisième. Voilà. Ouais, et au final jeune, on dit souvent que 26 ans, je suis super jeune pour être sur ces grands bateaux-là, etc. Mais Laurent, il y en a d'autres, il y a eu Franck Hamas, il y en a eu d'autres qui ont eu la chance d'avoir de la confiance et des responsabilités assez tôt. Et Laurent, c'était une étoile filante et aussi. avec cette belle fougue de la jeunesse, est-ce qu'il y a à quel moment en fait tu as su que tu voudrais faire de la course au large? Est-ce que ça a été très progressif ou est-ce que tu te rappelles d'un déclic tu t'es dit c'est ça que je veux faire dans la vie? Voilà, la course au large, non, ça a été vraiment progressif parce que je suis allé au collège, au lycée un peu comme tout le monde et en parallèle j'avais souvent des programmes sportifs. Ensuite je suis parti faire une école d'ingénieur au nord de Paris à Compiègne, l'UTC. Et j'ai eu pas mal de flexibilité pour continuer à suivre des programmes sportifs, mais à un moment donné le fait de faire de la course au large, je savais que c'était réservé ou en tout cas pas évident d'en vivre ou d'en faire vraiment un métier et que ça restait une passion et de là à la concrétiser c'était pas évident et c'est au moment où tu as à peu près 20 ans, il doit faire des choix entre trouver un vrai métier plus classique comme vont faire tous les camarades de l'école d'ingénieur ou se projeter sur une carrière plus sportive et j'ai eu l'opportunité de remporter le Challenge Bretagne CMB en Figaro et c'était là l'ouverture. Voilà. Mais on va y venir. Mais avant cette filière Figaro, comme tu dis, ça a été très progressif. Tu as navigué sur plein de supports, de l'opti, de la planche à voile, du catamaran, et puis les bateaux volants en vite-hut à préférence parce que tu. Là, on voit les images de l'optimiste. Voilà. C'est vrai que tu es tout petit. Voilà, dans le chenal de la Trinité. Là, c'est de l'Open 570. Et puis en plus, donc après, comme je le disais, il y a eu le Flying Phantom qui a été quand même très très important. Qu'est-ce que tu as apporté un petit peu cette discipline, toi qui es fan de glisse? D'avoir navigué sur plein de supports différents, je pense que ça m'a apporté d'avoir d'adaptabilité, de ressentir les choses sur l'eau et d'être capable de sentir un bateau et de savoir relativement vite le faire avancer et bien le régler. Et le Flying Phantom avec Team Mourniac, ça a été une année et demie, une grosse année avec le Team France super riche parce qu'on avait l'opportunité de naviguer sur ces bateaux-là on avait l'opportunité, le privilège d'avoir des petits bateaux hyper volages, hyper sympas à naviguer et finalement aujourd'hui ça existe un peu moins, la flotte est moins dynamique que ça a été mais on a réussi à faire des bords de reaching et des départs à 15 bateaux et c'était extraordinaire et on a profité de ça et c'est même d'ailleurs en Flying Phantom que j'ai pu rencontrer François Gabard un peu par hasard. Mais... On va en parler un petit peu plus tard. Et je reviens, tu disais donc que tu as intégré la filière Figaro, tu as gagné cette sélection CMB Espoir. C'est une filière qui est peut-être moins fun, mais c'est la filière d'excellence d'où sont sortis les grands skippers. C'était un petit peu un passage obligé, c'est ce qui t'a mis le pied à l'étrier. Ouais, le Figaro, non, je dirais pas que c'était moins fun, je dirais que c'était parce que c'était... Non, mais évidemment, si tu fais jamais de pointe à 39 et tu voles pas en Figaro, mais par contre, ça avait l'attirance de la course au large et ça me donnait vraiment envie d'aller passer du temps, les confrontations, de la compétition, la nuit, au petit matin, au coucher de soleil, des endroits magnifiques, vraiment de la régate, de la compétition en parallèle de un peu ce côté large où tu es tout seul sur ton bateau et tu vois des choses, tu vis des trucs intérieurs où tu repousses tes limites et ça c'était vraiment intérieur au circuit Figaro. Ouais, on sent que tu as pris beaucoup de plaisir dans cette filière et tu as rapidement performé puisque tu as remporté la solitaire du Figaro 4 ans après. En 2022, tu avais seulement 25 ans. Cette course, on dit toujours que c'est une course de légende, que les plus grands l'ont gagnée. Qu'est-ce que ça change de la gagner sur le regard des autres? On entre dans un cercle un peu particulier. Qu'est-ce qu'elle représente, cette victoire? Cette victoire, je l'attendais un peu, ou en tout cas, ça faisait 4 ans que, quand je me suis lancé sur le circuit Figaro, j'imaginais, c'est ce que j'avais en tête. En tout cas, j'espérais bien faire et me préparer. On avait tout mis en place pour ça. Et du coup, c'est beaucoup de travail et beaucoup de souvenirs aussi. 4 années où c'était la dernière solitaire du Figaro sous les couleurs de la région Bretagne du CMB. C'était une belle conclusion. Et terminé comme ça, et ça ouvre des portes. Génial. Oui, ça ouvre non, mais c'est sûr que ça ouvre des portes et je dirais que c'est même plus vraiment en termes de confiance en soi ou personnel où tu te prouves à quelque chose. Et puis, pour gagner une solitaire du Figaro, finalement, il y en a un tous les ans qui gagne, mais ça reste un dépassement et une course qui est quand même très, très dure à gagner pour avoir,
j'ai eu la chance de gagner des étapes pas longtemps après de l'Ocean Race ou de faire des belles courses en ultime. Et l'engagement qu'on mettait en Figaro, il reste largement comparable à tout ça. Ah ouais, tous le disent, hein. Alors, en parallèle de cette passion, tu l'as dit, tu as mené des études d'ingénieur, tu es entré en stage chez Merconcept après avoir rencontré François, comme tu le disais, en Flying Phantom. Tu as travaillé lors de ton stage sur la conception du SVR Lazartigue. Vous avez eu pas mal d'atomes crochus assez vite avec François et assez rapidement, il t'a proposé de faire la Transat Jacques Vabre avec lui en 2021, mais aussi et surtout de prendre à plus long terme les rênes de ce bateau pour le tour du monde qui se profilait en solitaire. Comment tu l'as accueilli, cette proposition? T'as carrément tombé de ta chaise. Enfin voilà, tu t'y attendais pas forcément, Tom. Ouais, pas loin de tomber de ma chaise. Non, c'est vrai que c'était quelques jours avant un départ en Transat en Figaro et François m'avait dit avant de partir, passe me voir au bureau et J'ai quelque chose à te dire. Et voilà, François il est plutôt direct dans les choses, dans les messages à faire passer. Et donc c'était rapide. Au bout de 5 minutes, globalement, au bout de 5 minutes, il me proposait la Transat Jacques Vabre qui était en fin d'année, avec un bateau qui était en fin de construction. Parce que SVR Lazartigue venait d'arriver et puis ensuite il y avait la perspective potentielle de ce tour du monde en solitaire qui était voilà, où il me proposait cette place-là et maintenant après j'étais pas obligé de j'avais la chance de pas avoir à dire oui ou non. Ouais, parce que c'est un dans peu les 3 vertigineux secondes. quand même. Mais ouais, Proposition. vertigineux et en même temps parler entre du rêve et envie de aussi prendre en étant conscient et rationnel de se dire la liste des choses à cocher pour être capable de le faire, elle paraît longue et il y a des choses qui m'impressionnent donc à voir. Voilà. En plus, c'était un peu top secret, c'était entre toi et lui. On imagine, tu as pu en parler à tes parents, que tu es rentré à la Trinité avec une drôle de tête. Ta maman, Sabine, qui est dans le public, là, elle doit s'en souvenir. Forcément, tu as gambergé, tu as eu besoin de réfléchir, de prendre, comme tu le dis, la mesure de ce défi. Et justement, vous avez disputé la Transat Jacques Vabre en 2021, où vous avez pris la 2e place avec François. Ça a été un déclic, tu t'es dit, OK, je suis en mesure de relever ce challenge? Oui, cette première Transat Jacques Vabre avec SVR Lazartigue et François, finalement, on avait passé 15 ou 17 jours en mer sur ce nouveau trimaran et le découvrir, l'appréhender. Et ouais, après être arrivé en Martinique et les semaines qu'on suivit, l'hiver, j'étais capable de me projeter, de me dire dans 2 ans, aller faire le tour du monde. Oui, j'ai envie et je pense que c'est jouable. On voit le pilotage là. Et ouais, alors il y a eu pas mal d'entraînements ensemble ensuite, et puis cette Transat Jacques Vabre 2023 que vous avez à nouveau conclu à la 2e place. C'était très peu de temps avant le départ de l'Arca Ultime Challenge Brest, de ce tour du monde en solitaire. Vous étiez déjà sur cette Transat vraiment, Tom, dans la passation. Vous sentez que c'était voilà, vous affiniez les dernières choses. T'étais un peu, tu te sentais déjà skipper de ce bateau? Ouais, non, je dirais que d'abord c'était une Transat Jacques Vabre en double avec François et on se partageait à peu près tout. C'est sûr que ma façon de voir les choses, mes responsabilités à bord avaient un petit peu évolué et mes questionnements en tête, il y a pas mal de choses où moi je me posais des questions et je réfléchissais à ce qu'il fallait, à comment je ferais tout seul et comment ce serait dans 2 mois finalement. Et puis François, on avait des discussions qui étaient axées là-dessus où il me disait, il me conseillait ou alors on pouvait échanger sur comment je pourrais faire tout seul dans peu de temps. Et puis voilà, sinon ça reste une course en double où on s'est éclaté. On a eu des belles conditions pour profiter de ce trimaran SVR Lazartigue pendant 2 semaines aussi. Ouais, on a vu deux gamins par moment, les étoiles plein les yeux, le sourire, la banane. C'était assez sympa aussi de vous suivre sur cette course. Oui, avec une belle 2e place aussi derrière Banque Populaire. Alors on va revenir sur l'Arkea Ultime Challenge. Tu as connu les montagnes russes dans cette course. D'abord déjà en amont, avant le départ, avec cette course contre la montre pour être au départ. Et puis on t'a vu submergé par l'émotion au moment le jour J à Brest. Cette mise en scène, c'est très sympa pour le public, mais c'est un peu rude émotionnellement pour les skippers, non, toi qui es aussi sensible. Oui, je suis plutôt sensible et ouais, évidemment la mise en scène, ce départ, je m'attendais on voit les images là. Je m'attendais à ça et à cette montée en émotion. C'est sûr que c'est fort. Finalement, c'est 3 semaines entre la dernière semaine pour préparer le bateau, pour arriver à Brest, partir pour un tour du monde et être dans l'euphorie et vraiment le plaisir et être hyper heureux sur Streamer Lazartigue pendant 11 jours de course. Et puis après l'arrêt brutal, c'est sûr que ça fait les montagnes russes en termes d'émotion et un apprentissage accéléré de ce que peuvent être les hauts et les bas dans une vie. Mais voilà, il y a aussi plein de positifs d'avoir vécu ça. Et
Et alors c'est un peu sans transition après parce que voilà, il y a toute cette émotion du départ, ce moment à terre, tous ces moments de partage et puis après assez vite il faut switcher, on rentre dans la course. Voilà, comment tu l'as vécu cette transition avec le recul, quel souvenir tu gardes de ce passage de voilà des au revoir à terre et puis le top départ? Bah, finalement, le au revoir à terre, ça se passe plutôt, ça met un peu de temps. On quitte le ponton, on part et puis après on prépare notre bateau en rade de Brest avec l'équipe. Donc là, il y avait 6 personnes avec moi sur le bateau et il reste un dernier moment qui est assez fort, c'est quand tout le monde quitte le bateau à 10 minutes du départ. Et là tu sais que Là, c'est une première là. là, c'est une première. Et là, il y a 15 ou il y a une petite minute où tu te dis bon là, c'est parti. J'avais encore un petit peu de temps pour par rapport au placement par la ligne, donc du temps à attendre presque et à me dire bon là, tu te concentres et c'est parti et ce coup c'était tout seul. Et au final, mais t'as presque pendant, ça fait un moment où t'as envie qu'on te libère et parce que l'impatience finalement, l'impatience de faire tes choix, de faire tout seul et de faire ce que tu sais faire. Et c'est pas évident de tout partager. Et à un moment donné, tu sais que d'une minute à l'autre, tu vas te retrouver tout seul. Et c'est à toi de jouer. Là, il faut bien partir. Alors justement, tu dis faut bien partir et tu es remarquablement parti. Alors que tu jouais les premiers rôles dans un super mano, un mano avec Charles Caudrelier, donc qui est aujourd'hui le leader, tout s'est effondré en quelques instants suite à une collision avec un cétacé ou un œuf-nid. Il y a de la peur, ensuite un sentiment d'injustice, de rage. Tu dis avoir hurlé comme jamais à ce moment-là. Ouais, non, on voit les dégâts. L'arrêt, évidemment, il est hyper brutal parce que je sais tout de suite que c'est grave et que je vais pas pouvoir continuer le tour du monde où voilà, j'ai du mal à y croire. Le bateau est ouvert. Je sais que ça va être très compliqué. Et coup dur, évidemment, oui, parce que j'ai pas eu beaucoup de coups durs dans ma vie. Tout s'est plutôt enchaîné ces dernières années très bien. Et c'était la première fois que j'ai abandonné une course qui tu mets quand même beaucoup d'engagement, tu y crois et tu as envie d'aller le faire. Ce tour du monde, j'avais vraiment beaucoup d'envie. Tu te prépares pendant des mois mentalement aussi. Ouais, tu te prépares pendant longtemps, tu fais ce choix-là et après tu y crois, tu fais tout au mieux pour diminuer le risque, pour te sentir capable. Et alors, tant que tu es dans l'action, il a fallu gérer l'urgence de la situation, regarder ce qui se passait. Il y avait des tonnes d'eau dans le bateau, mais tu avais encore envie d'y croire. Et puis c'est finalement en arrivant à Cape Town, en retrouvant l'équipe, en sortant de ce bateau de l'eau que tu as dû te résoudre à l'abandon. Voilà, c'est toujours une décision qui est difficile et qui a mis beaucoup de temps. C'était dur de prononcer le mot abandon et de s'y résigner. Ça a été le plus compliqué aussi peut-être. Ouais, pour moi c'était dur de dire j'abandonne et c'est terminé. Il y avait toujours un espoir. Tu disais que tu regardais, tu retournais voir à chaque fois et dire mais j'ai pas rêvé. Je sais que pendant les 10-12 heures qu'on suivit le choc, plusieurs fois je disais mais je vais quand même, il y a quand même une solution à trouver. Parce que mine de rien, des petits soucis, des choses, t'en as régulièrement et souvent tu les surpasses et tu te dis vu ce que je viens de faire, je suis capable il peut tout m'arriver. Et donc j'avais envie d'y croire, je regardais ces dégâts et puis à chaque fois que je regardais, je me disais mais non, c'est colossal et la preuve c'est que c'est plusieurs mois de chantier pour bien reconstruire. Donc oui, comme tu l'as dit, c'était aussi ta première épreuve comme ça de coureur au large. Mais ce qui a marqué justement dans tout ce début de course, c'est ta relation avec le bateau, la façon dont tu l'as mené. On sentait vraiment ton bonheur d'être en mer. Et on va revoir un extrait. C'était le 16 janvier dans l'Atlantique Sud. Hello, petit coucher de soleil sur le trimaran réserve Arctique. On fait encore